voudrais qu'on vienne vers le secteur privé. Nous avons à ce sujet invité deux acteurs de premier plan du secteur privé. Le premier, c'est M. Olivier Biningo, qui est vice-président exécutif d'Ivanoé Mines, président du conseil d'administration de Kamoa Copper et président du conseil de surveillance de Kipushi Corporation. Je voudrais noter que Olivier Biningo, c'est un expert de haut niveau qui a travaillé au niveau international avant de se retrouver à la République démocratique du Congo. Alors, M. Olivier va nous dire un mot sur la problématique de gestion du secteur minier avant de pouvoir nous parler de manière particulière certainement de Ivanoé Mines. Mais je voudrais aussi qu'il nous dise un petit mot sur la question liée justement dans le cadre du potentiel plutôt du secteur minier, nous dire un petit mot sur le potentiel minier de la République démocratique du Congo, si c'est que le secteur privé pourrait recommander pour la maîtrise de ce potentiel dont on ne sait pas ce qu'il représente aujourd'hui. On a souvent tendance à dire que la République démocratique du Congo, c'est un géant minier, mais combien ces mines représentent? Ont-ils été valorisés? Et qu'est-ce que le secteur privé pourrait apporter de ce côté-là comme expertise pour que justement ces secteurs soient davantage valorisés pour le bien de la reconstruction de notre pays? Vous avez la parole, monsieur le... Je vous remercie, honorable. Président, vous avez la parole. Je pense que parce que c'est vrai qu'on parle souvent de scandale géologique et on parle souvent du potentiel de la RDC, comme si ce potentiel n'aurait pas du tout été réalisé. Je pense quand même qu'on doit être fier des projets qui existent, qui ont été réalisés, qui sont parfois, dépendamment des métaux, parmi les plus grands projets en Afrique, voire au monde. Je parle d'abord, avant de parler de nous, je parle du projet aurifère de Kibali, par exemple. Je parle d'un projet comme TFM et je parle bien évidemment d'un projet ou des projets que nous animons aujourd'hui. Kipushi Corporation dans le zinc dans un premier temps, mais qui est un projet de moindre envergure si on compare ce projet à notre projet phare qui est le projet Kamoa Kakula. Et j'atterrirai sur la partie exploration et votre questionnement sur les recommandations. Mais peut-être juste en quelques mots, en quelques chiffres, le projet Kamoa Kakula aujourd'hui. Kamoa Kakula, c'est 6 milliards d'investissements sur les 6 dernières années. Je parle rapidement de Kipushi. Kipushi, 1 milliard d'investissements pour arriver à la production. Donc, ça fait au total ensemble sur nos deux projets en production 7 milliards de dollars. Je sais que nous visons 100 milliards de dollars pour le futur, mais donc 7 milliards de dollars, ça constitue déjà 7% de ce qu'on se fixe comme objectif. En plus de cela, Kamoa Kakula, l'année passée, c'est 6% de contribution au PIB de la RDC. C'est plus ou moins, bon, c'est plus de 20 000 emplois de façon directe et indirecte, et c'est en 2024 plus d'1 milliard de contributions à l'État, juste pour vous donner une idée sur l'envergure. Mais Kamoa Kakula n'est pas né tout seul, et le maître de cérémonie, j'ai noté, il parlait du fait que c'est une invitation, quand on parle de 100 milliards de dollars, une invitation à rêver grand. Pour que ce projet puisse exister aujourd'hui, il fallait rêver grand, parce que la société, le groupe, est en RDC depuis 1997. Et si vous voyez 1997 jusqu'en 2021, lorsque la production a commencé, c'est un bon bout de temps avant que les investissements qu'on injecte dans le pays se transforment en revenus. Et juste pour vous donner une idée sur ce chiffre, et donc c'est là que j'arrive à votre question sur la recherche et l'exploration, pour arriver où nous sommes aujourd'hui en tant que groupe, nous avons dépensé plus ou moins 500 millions de dollars uniquement sur l'exploration, uniquement sur la recherche de nouveaux gisements. Parce que Kamoa Kakula, ce projet, il est constitué de nouveaux gisements. Ce n'est pas un projet qui a été acquis, ce n'est pas des gisements qui avaient été identifiés par le passé. C'est une découverte qui a été faite par Ivanhoe Mines, Ivanoé Mines. Et maintenant, ce qui m'amène à votre question, comment faire en sorte que
Ce potentiel dont on parle et la partie du potentiel qui n'est pas développée et qui n'est peut-être pas encore découvert, comment on arrive à transformer ce potentiel en nouveaux projets Kamoa-Kakula, mais ça peut être aussi Kibali et d'autres. Je pense, si je peux me permettre de me focaliser sur le cuivre, parce que Kamoa-Kakula c'est un projet cuivrifère, l'environnement aujourd'hui international est propice. Donc ça c'est déjà un atout très important parce que nous évoluons vers un déficit structurel de cuivre dans le monde entier. Si on regarde les besoins pour l'intelligence artificielle, si on regarde les besoins pour les véhicules électriques, je passe énergie renouvelable et je tais même les besoins pour la réhabilitation de certains réseaux électriques en Occident. Le cuivre sera, il y aura un clair déficit de cuivre dans les années à venir et les estimations les plus conservatrices parlent d'un déficit de plus ou moins 6 millions de tonnes de cuivre pour 2030. Et 2030, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et à nouveau, pour vous donner une perspective, 6 millions de tonnes de cuivre, c'est plus ou moins 15 fois la production de Kamoa-Kakula l'année passée. Ce qui veut dire qu'on devra trouver 15 projets d'une envergure, d'une taille de Kamoa-Kakula l'année passée pour en 2030 pouvoir combler le déficit chiffré de façon conservatrice. Donc, si ces projets aujourd'hui n'existent pas, si les gisements n'ont pas été identifiés, il faut bien investir dans la recherche, dans l'exploration. Et c'est là que je dis que l'environnement est propice. Ceci dit, l'environnement est compétitif également. Nos voisins, quelqu'un a parlé de la Zambie, nos voisins se sont fixés des objectifs très ambitieux pour arriver à 3 millions de tonnes d'ici, je pense, 2032, si ma mémoire est bonne. À part la Zambie comme voisin, nous avons l'Angola, deux pays dans lesquels nous sommes présents également. Nous avons le Kazakhstan, où nous sommes également, mais en plus de cela, nous avons le Pakistan, l'Argentine et bien évidemment les destinations historiques, destinations de cuivre qui sont le Pérou et le Chili. Et en plus de cela, les États-Unis, partenaires privilégiés de la RDC aujourd'hui, se relancent aussi dans des ambitions pour le cuivre. Donc, environnement propice, certes, mais environnement compétitif également. Et donc, pour maintenant répondre à votre question, et j'atterris là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir positionner la RDC comme destination attractive, la plus attractive pour aller dépenser ces dollars, ces millions de dollars d'exploration, plutôt que de les dépenser ailleurs. Et le ministre d'État, le ministre du Plan, en a mentionné plusieurs. Je vais pas reprendre ce que lui a dit. Je vais peut-être juste me focaliser sur deux éléments. La gouvernance et spécifiquement l'environnement fiscal. Deuxième élément, les infrastructures et spécifiquement les infrastructures routières. En ce qui concerne la fiscalité, il est très important d'avoir un environnement fiscal qui est incitatif à l'exploration et au développement de projets. Aujourd'hui, nous avons certaines dispositions légales et des interprétations qui viennent avec de la part de certaines administrations fiscales qui, en quelque sorte, pénalisent l'investisseur avant qu'il n'arrive au moment de la production, alors qu'il serait plus efficace d'éviter toute taxation avant qu'on arrive à la production, parce que dès qu'on arrive à la production, non seulement l'investisseur privé finalement réalise des revenus, mais également l'État bénéficie plus rapidement de ces effets, des revenus qui sont créés. Donc je pense... Oui. Monsieur le DG, vous parlez de l'environnement et là vous semblez certainement rejeter une certaine responsabilité sur l'État, mais je voudrais ici que vous puissiez quand même dire un petit mot sur le code minier lui-même, parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a des responsabilités qui incombent à l'État, qui doit faire sa part, mais il y a aussi des responsabilités qui incombent au secteur privé. Et on a constaté très souvent que les secteurs privés n'étaient pas du tout disposés à assumer sa part de responsabilité et qu'un certain nombre de dispositions du code minier restent jusqu'ici non appliquées. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Je ne suis pas porte-parole du secteur minier tout entier. S'il y a des reproches spécifiques à faire à nos projets, je serai prête à les entendre. Je ne pense pas
que nous sommes dans le non-respect. Et je pense d'ailleurs que nous sommes plutôt dans le respect des dispositions du nouveau code minier. Et il a été adopté avant que je ne rejoigne le groupe et dans des conditions assez difficiles, assez tendues entre le secteur privé et le secteur public. Mais à ce que je sache, la majorité des sociétés responsables dans le secteur ont fini par se conformer au code et aujourd'hui respectent ces dispositions. Je ne peux pas parler pour... Et à nouveau, nous sommes dans une logique de transparence. D'ailleurs, nous avons l'État comme actionnaire à 20% dans Kamoa. Nous avons Gécamines à hauteur de 38% dans Kipushi. Donc je pense que leurs regards sont constamment fixés sur ce que nous faisons. Donc j'ai toute confiance que si jamais problème il y aurait, que ce serait discuté dans le contexte de ce partenariat. Oui, une dernière question, c'est au sujet des sous-produits miniers constatés à l'occasion des exportations réalisées par les entreprises minières. Il y a une étude qui a été faite par le Sénat, je me permets d'en parler en tant que sénateur, et qui a conduit d'ailleurs à des recommandations faites notamment au CESC, de pouvoir s'équiper et de pouvoir désormais opérer de diagnostics sur des échantillons de mines ou de minerais qui sont exportés. Le constat qui a été fait, c'est qu'il existait énormément de sous-produits miniers avec une valeur certaine qui étaient exportés et je crois que pour 9 mois, sur base des informations dont disposait le CEC, c'est que sur une période de 9 mois, il avait été constaté qu'il y avait un manque à gagner de plus d'1 milliard, enfin 1 milliard de revenus liés à l'exportation de ce sous-produit minier. Je voudrais là-dessus peut-être que vous, en tant que, je ne dis pas que vous êtes représentant ici du secteur minier, mais je rêvais quand même vers vous, en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur minier, que vous puissiez nous dire un mot sur cette question des sous-produits miniers. Qu'est-ce que vous recommanderiez pour que finalement l'État trouve sa part, mais que l'opérateur privé, l'opérateur minier qui a extrait le produit du sous-sol puisse aussi trouver sa part dedans? Je vous en prie. Oui. Donc je pense qu'il faut faire, et donc nous sommes au courant de cette initiative ou de ces initiatives du CEC, et nous avons d'ailleurs des discussions assez régulières avec eux. Je pense qu'il faut faire la distinction entre la capacité de détecter, qui est bien évidemment à encourager, et je sais qu'ils ont eu à acquérir de nouveaux équipements qui sont plus performants que ceux qu'ils avaient avant. Et donc la première étape est la détection par rapport à ce qui se trouve dans le minerai qui est extrait et qui, dans un deuxième temps, est traité par les installations de la société minière. Mais il est très important de savoir et de comprendre que ce n'est pas toute trace qui est trouvée dans le produit qui est exporté qui est forcément un produit valorisable. Et donc je prends un exemple très concret de l'un de nos projets miniers, le projet de Kipushi, qui aujourd'hui est un projet de zinc, même si le minerai est polymétallique. Mais les traces qui sont retrouvées dans le minerai et dans le produit qui est exporté par Kipushi ne sont pas des traces ou des quantités qui sont valorisables. Ce qui veut dire que Kipushi ne reçoit pas de paiement pour ces traces d'argent, par exemple, qui se trouvent dans le minerai, des traces de plomb qui se trouvent dans le minerai. Et donc il serait, de mon humble avis, malsain de taxer une société sur un revenu qu'elle ne reçoit pas parce que son acheteur final, qui n'est pas un acheteur du groupe, parce que c'est vrai que là ça devient plus complexe si vendeur et acheteur font partie du même groupe, mais surtout si c'est un vendeur qui ne fait pas partie du même groupe que l'acheteur, si le vendeur ne reçoit aucun revenu par rapport à certaines traces qui se trouvent dans le minerai, la logique économique voudrait que le vendeur ne puisse pas être taxé. Ceci dit, la technologie évolue à tout moment. Nous continuons aussi, pendant que nous faisons l'excavation, nous continuons sur des projets de recherche pour identifier d'autres poches de minerais. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que cela dans un forum public comme celui-ci, mais avec la Gécamines, nous sommes en train de travailler à Kipushi pour voir dans quelle mesure on pourrait soustraire plus de valeur du minerai de Kipushi, pas pour le bénéfice d'Ivanhoe uniquement, pour le bénéfice de la JV, Ivanhoe comme Gécamines.